Chers internautes, bonjour, chers amis, bienvenue au Shine to Lead Talk numéro 2. Je suis très honorée d'avoir sur ce plateau aujourd'hui un panel d'experts sur le sujet qui nous préoccupe tous, celui de l'éducation des jeunes filles, surtout dans cette période de crise qui est celle du Covid-19. Nous nous mobilisons pour l'éducation en général, mais encore plus pour l'éducation des jeunes filles qui sont particulièrement vulnérables dans cette période sensible. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame Lei Maimouna Diakhaté, mais je veux vous rappeler quand même Shine to Lead, qui est une organisation qui œuvre pour et qui est totalement engagée vraiment pour l'éducation au Sénégal. Nous accompagnons des jeunes filles défavorisées dans la banlieue de Dakar et nous avons pour vocation de vraiment nous déployer à travers tout le territoire sénégalais. Et nous sommes convaincus qu'en cette période particulièrement difficile, le Sénégal a besoin de toutes ses forces vives, de la mobilisation de tous ses citoyens pour sauver cette année et sauver l'école sénégalaise. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Madame Lei Maimouna Diakhaté qui va animer ce panel et qui va vous présenter notre super... qui va vous présenter tous nos experts qui ont vraiment répondu à cet appel, que nous remercions encore une fois. Et je sais que nous aurons une discussion très, très riche cet après-midi. Encore une fois, merci à tous d'être là et restons mobilisés parce qu'il s'agit de l'avenir de notre nation et même de son présent. Merci. Merci beaucoup, Naye, et merci à Shine to Lead d'organiser ces talks qui permettent de réfléchir sur l'avenir de nos chères jeunes filles. Alors, comme vous le savez tous, Naye l'a rappelé, la pandémie du Covid-19 qui a frappé presque tous les pays a un effet terrible sur les systèmes éducatifs du monde entier. Il a entraîné dans beaucoup de nations la fermeture des écoles. Et selon l'UNESCO, environ 1,3 milliard d'élèves et de jeunes dans le monde sont touchés par cette fermeture-là. Alors, cette situation n'épargne pas l'Afrique et en particulier le Sénégal. Et c'est pour cette raison que le 14 mars 2020, sur décision du président de la République, il a été décidé de fermer les écoles. Et c'est en fait la raison pour laquelle nous organisons ce talk, parce que cette fermeture des écoles qui touche tous les élèves va forcément impacter énormément sur les jeunes filles notamment. Et donc, nous sommes là pour réfléchir ensemble sur les facteurs clés, les contraintes et les opportunités pour lutter contre la déscolarisation, le décrochage des filles en période de pandémie notamment, et proposer des solutions pour une mise en œuvre avec des objectifs de formation pour cette lutte-là. Nous allons également, avec nos experts qui nous accompagnent, réfléchir sur comment accompagner la transformation numérique de l'éducation au Sénégal, qui est devenue de façon claire quelque chose d'inévitable. Et enfin, nous terminerons par l'idée du développement du leadership et de l'autonomisation des jeunes filles. Alors, parmi nos intervenants, nos illustres intervenants, nous avons en premier lieu, honneur dame, Madame Awa Faliba, de Plan International, et je vous présenterai tout à l'heure, Hassan Boub, fondateur de Téléécole, Sophie Zinga, qui est une designer, qui est dans la mode, et une jeune fille lauréate de Shine to Lead fera un témoignage à la fin. Donc, je pense que sans plus tarder, je vais donner la parole à Awa Faliba. Je commencerai d'abord par la présenter. Awa, est-ce que tu peux... Ah oui, tu as remis ta caméra. Oui. Merci. Oui. Excusez-moi une minute. Voilà.
Je vous présente très rapidement Awa. Elle est sénégalaise d'origine, femme multiculturelle, panafricaine engagée pour les droits des enfants, l'égalité du genre et le développement durable. Elle est une fellow de LEAD International, titulaire de diplôme de 3e cycle en linguistique et en relations internationales. Elle a eu à fréquenter plusieurs organismes internationaux et actuellement, Awa est à plan international au niveau de l'Afrique de l'Ouest, plus particulièrement au Togo. N'est-ce pas, Awa? Alors, oui, que penses-tu? C'est bien ça. Que penses-tu de la thématique d'aujourd'hui, le décrochage des filles en période de pandémie? Merci beaucoup, très chère Maïmouna. Merci à l'organisation Shine to Lead pour cette magnifique opportunité d'échanger sur un sujet aussi important. Vous savez, Maïmouna, l'école est un lieu d'apprentissage, mais pas seulement. C'est aussi un lieu de protection, un lieu de transformation sociale, un lieu de nutrition, un lieu d'épanouissement. Et vous savez que en temps normal, nous nous battons pour que les filles, qui maintenant en Afrique de l'Ouest en général arrivent à accéder à l'école, et pour qu'elles puissent être maintenues à l'école et qu'elles puissent terminer leur cycle, qu'elles puissent avoir l'opportunité d'aller à l'université. Une crise comme celle du Covid, malheureusement, nous défie sur l'ensemble des acquis qu'on avait sur l'éducation des filles. Vous l'avez dit, toutes les écoles au monde sont fermées. Quelques pays ont réouvert de façon temporaire et le Sénégal s'apprête également à réouvrir. Mais les challenges sont là lorsqu'il y a des crises comme celle-là, que les enfants en général et que les filles en particulier ne vont plus à l'école. Ce qu'on a remarqué, notamment pendant la période d'Ebola, c'est qu'au moment du retour, elles ne sont plus là. Elles sont happées par les tâches domestiques, elles sont happées par les risques de mariage d'enfants, elles sont happées par des grossesses précoces ou tout simplement la lassitude ou le fait de ne plus avoir le niveau. Donc, énormément de risques pèsent sur les jeunes filles, les enfants en cette période de Covid-19 qui nécessite que nous soyons très alertes et que nous puissions mettre en place dès maintenant des alternatives pour maintenir le pont et que lorsque les réouvertures formelles se feront, qu'elles puissent revenir à l'école. Mais également exploiter les formes innovantes d'éducation qui prennent en compte les réalités des filles. Hein. Parce que Alors, nous nous excusons pour ce problème de son, dû certainement à, comme vous le savez actuellement, il y a plein de gens qui font de la... Voilà, Awa nous revient. Awa, c'est bon, on t'écoute. On a été coupé tout à l'heure. Tu peux reprendre, s'il te plaît? Awa? Oui, oui. Maïmouna, est-ce qu'on a été coupé? Oui, on a été coupé. Le son n'était pas bon. D'accord, c'est malheureux. Non, j'étais juste en train de dire que c'est un sujet d'actualité extraordinaire et que ça remet en cause le minimum d'acquis qu'on avait dans le domaine de l'éducation des filles, puisqu'on avait vu qu'on avait réussi quand même dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest à assurer un taux d'entrée à l'école assez élevé, mais ce qui restait à maintenir, c'était le suivi jusqu'au niveau supérieur. Avec une crise pareille qui ferme les écoles brutalement, sans que les parents ne soient préparés, sans que le corps enseignant ne soit préparé, ni les élèves eux-mêmes, et qui nous oblige à explorer de nouvelles façons d'étudier, les filles sont à risque de ne pas pouvoir revenir à l'ouverture parce que non seulement elles seront confrontées à des problèmes d'apprentissage, mais elles seront également confrontées à des problèmes sociaux, à des problèmes économiques qui font qu'il y a énormément de risques pour qu'il y ait une forte déperdition au niveau des filles, particulièrement des adolescentes, qui sont également sujettes à des grossesses précoces, également sujettes à un mariage précoce,
Et nous avons beaucoup d'inquiétudes pour les filles en Afrique de l'Ouest et on ferait vraiment un appel pour qu'il y ait une focalisation sur le cas des jeunes filles pour qu'elles puissent retourner à l'école et continuer leur cursus, quelles que soient les modalités qui vont être mises en place. Elles ont besoin d'un focus particulier et c'est tout l'appel de Plan International et c'est pour ça que je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui dans ce panel et d'interagir avec les jeunes filles de Shine to Lead et l'ensemble des partenaires qui soutiennent l'éducation des filles. Merci beaucoup, Awa. Alors, chers internautes, surtout n'hésitez pas à poser des questions à la suite de l'intervention de nos panélistes. Alors, je me tourne maintenant vers, comme je vous l'avais dit, vers M. Hassan Boub. Hassan Boub, cher ami, plus connu sous le nom de Mr. Blue, et qui est le fondateur de Téléécole et qui accompagne actuellement le système éducatif en offrant via justement sa plateforme éducative des cours dans le cadre de l'initiative du ministère Apprendre à la maison. Alors, Monsieur Mboup, cette thématique, certainement qu'elle vous intéresse personnellement, qu'est-ce que vous en pensez? Le décrochage des filles, comment faire actuellement avec le numérique pour qu'elles puissent, pour éviter les problèmes que Awa a posés tout à l'heure, le décrochage, la déperdition scolaire. Quel est votre avis là-dessus? Merci Maïmouna pour cette prise de parole. Merci à Shine to Lead et à tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Alors, c'est simplement pour dire, de toute façon, cette initiative est arrivée au bon moment parce que c'est arrivé à un moment de besoin. Il est vrai que nous, au niveau de Téléécole, ça date de très longtemps, c'est quand même depuis 2013. L'objectif, c'était anticiper, c'était pas attendre la pandémie. Et c'est donc une façon de dire simplement qu'en matière d'éducation, et plus particulièrement de celle des filles, il faut de l'anticipation. C'est une question stratégique, ce n'est pas une question technique. Et j'ai l'habitude de le dire, la technique, la technologie, on lui fait faire ce qu'on a envie qu'elle fasse. Mais non, la stratégie, c'est de se dire qu'est-ce qui se pose et qu'est-ce qui pourrait se poser comme problème. Et aujourd'hui, l'on sait que les filles, il se pose une problématique culturelle d'abord, avant d'être une problématique technique. C'est une problématique culturelle. Donc, la même problématique ne se pose pas de la même façon qu'elle se poserait en France ou aux États-Unis. Donc, il y a forcément un travail de sensibilisation dans le fond, mais après, il y a un travail de ciblage. Alors, que faut-il faire? Que faut-il faire? À mon avis, parmi les choses à faire, il y a justement le travail d'encadrement. Le travail d'encadrement, c'est d'abord au niveau pédagogique. Alors, au niveau pédagogique, aujourd'hui, on peut parler des TIC, on peut parler du numérique, tout ça, mais encore faudrait-il que la personne ciblée ait accès à cette technologie-là. Donc, si l'on s'en tient à toute cette approche élitiste de ces jeunes filles qui ont la possibilité d'avoir accès à Internet, etc., oui, ça va. Mais il y a des filles, certainement celles-là qui sont plus accompagnées par Shine to Lead, qui sont au fin fond des villages, qui ont peut-être besoin de mentoring, etc. Alors, que faut-il faire? C'est de réfléchir sur la démocratisation de l'accès à l'éducation de façon pérenne et sécurisée. Donc, je pense que la problématique, elle n'est pas technique, je le redis, mais il faut forcément que d'abord qu'il y ait une volonté de l'État à prendre en charge la problématique depuis sa racine. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que les acteurs qui sont de façon parcellaire, par-ci par-là, c'est à partir de ce moment-là qu'ils pourront accompagner l'État. Donc, c'est pour dire simplement qu'en plus de la responsabilité de l'État, il y a après la responsabilité parentale. La responsabilité parentale, c'est quand l'outil est disponible, quel est le rôle du parent à faire en sorte que l'outil soit exploité de façon positive par son enfant. Et donc, il ne faut pas parachuter la fille. La jeune fille, elle est innocente, elle n'a pas les moyens, elle est peut-être immature, elle ne connaît pas les enjeux de la technologie. Donc, il faut toute une approche d'encadrement autour d'elle pour qu'elle puisse y accéder. À mon avis, donc, c'est plus le rôle de relation solidaire entre tous les acteurs de l'écosystème éducatif, privé comme public, pour encadrer et soutenir ces jeunes filles qui risquent de quitter les bancs si jamais il n'y a pas d'action d'encadrement. Donc, globalement, pour moi, c'est ça.
c'est plus l'action solidaire des acteurs autour de la problématique. Merci beaucoup, Monsieur Mboup. Ce que vous dites est extrêmement important. Vous avez évoqué plusieurs points sur lesquels nous allons revenir, notamment l'encadrement pédagogique, le rôle de l'institution et ensuite, enfin, quelque chose qui me semble extrêmement important, le rôle des parents. Alors, je vais me tourner vers Mademoiselle Nyanga, qui est une ancienne lauréate de Child to Lead et qui va nous faire un témoignage en tant que jeune fille vivant effectivement ce dont nous venons de parler là tout de suite. Nous sommes en période de pandémie avec le Covid, tout est fermé, université, école. Comment tu vis ça, toi? Et par rapport aux problèmes que les autres viennent de poser, Awa et Hassan, comment est-ce que toi, tu vis ça de façon concrète? Bonjour. Je me présente, je m'appelle Nyanga Mbaye, étudiante en première année en sciences juridiques à l'Université virtuelle du Sénégal et ancienne lauréate de Shine to Lead. Merci pour cette prise de parole. Donc, en cette période de pandémie, plusieurs études ont révélé que les filles, les fermetures des écoles aggravent la vulnérabilité des filles face aux abus physiques et sexuels, car étant souvent seules à la maison et sans supervision. Donc, les gouvernements se doivent de protéger les progrès réalisés en faveur de l'éducation des filles en appliquant des mesures de l'éducation des genres, en appliquant des mesures tenant compte du genre fondées sur des données probantes et adaptées au contexte genre. Puisque l'éducation des filles constitue un enjeu majeur, ils se doivent de faciliter l'accès aux masques et aux gels afin de sensibiliser les gestes barrières. Donc, il faudra parler des efforts à mener pour protéger les filles en général de cette pandémie et en particulier celles qui vont reprendre le chemin de l'école. Insister sur le fait que Shine to Lead a montré la voie en distribuant des vivres ainsi que des gels et masques permettant de mettre en place les gestes barrières contre le Covid. Donc, vu que l'éducation des filles est le point précurseur des changements durables et qu'une fille instruite peut prendre sa vie en main, la scolarisation des filles étant souvent considérée comme non prioritaire, donc il serait donc primordial de mettre en place un environnement favorable à l'éducation des filles qui soit sûr, accessible et inspirant. Merci beaucoup, Nyanga, pour cette intervention-là. Vu que tu es à l'Université virtuelle du Sénégal, certainement que tu nous diras tout à l'heure et que tu es en première année, nous allons revenir vers toi justement pour aborder le deuxième point de notre panel, c'est la transformation numérique de l'éducation, qui est plus que d'actualité avec cette pandémie-là. Pensez-vous que réellement, le numérique puisse rendre démocratique l'enseignement, faire de sorte que, tout à l'heure, Hassan a évoqué le problème de moyens, de connexion, mais il y a également des problèmes culturels, des problèmes sociaux. Est-ce qu'actuellement, au Sénégal, il est réellement possible d'utiliser le numérique pour continuer les cours, pour assurer la continuité pédagogique des cours? Et si oui, est-ce que les filles pourront en bénéficier réellement? Est-ce que ce sera possible d'éviter la déperdition scolaire des filles grâce au numérique? On terminera encore une fois avec toi, Nyanga, et tu nous parleras de ton expérience au niveau de l'UVS en tant que nouvelle étudiante là-bas. Je redonne la parole à Awa.
Merci beaucoup, Maïmouna. Je suis toujours très heureuse de partager des conversations avec des jeunes filles telles que Nyanga, qui ont une vision très pratique et pragmatique des problèmes et qui ont aussi en général des solutions innovantes. Nous devrions les écouter plus et leur donner plus d'espace pour pouvoir trouver des solutions qui leur conviennent. Pour en revenir à ta question, je pense qu'il faut qu'on pose le problème dans son ensemble. L'éducation, c'est une, et je pense que le professeur Moup l'a dit, c'est une question de contenu. C'est d'abord une question de stratégie. Qu'est-ce que nous voulons que nos enfants apprennent pour devenir quoi? En quoi est-ce que ça leur sera utile dans leur vie? C'est aussi une question de contenu. Qu'est-ce qu'on met dans les curricula qui vont leur être utiles? Une des premières questions, c'est est-ce que le curricula classique est toujours valable dans un contexte de Covid? Et est-ce que si nous utilisons maintenant une technologie, qu'elle soit appropriée ou pas, est-ce que ce que l'on va véhiculer comme message et comme leçon, quels sont nos objectifs pédagogiques? Est-ce qu'aujourd'hui, notre objectif pédagogique est de maintenir le niveau scolaire de nos enfants pour qu'ils puissent revenir au même niveau à la fin de cette crise? Est-ce que notre objectif est d'aller au-delà, dans une perspective beaucoup plus durable, de les mettre dans des conditions d'un apprentissage réel et de nouveaux acquis, dans un contexte où on se dit que l'avenir appartient au virtuel et au numérique? Et maintenant, lorsqu'on se répond sur toutes ces questions fondamentales, vient l'outil technologique. Et cet outil technologique, il ne fera que répondre à ce que nous avons souhaité du point de vue stratégique et du point de vue réflexe. Maintenant, lorsqu'on prend cet outil technologique, il faut qu'on puisse désagréger les apprenants et regarder les spécificités des apprenants. Un apprenant qui vit en milieu urbain avec un certain niveau social n'aura pas les mêmes difficultés et les mêmes challenges d'accès qu'un apprenant qui vit dans un milieu rural. Je pense que M. Mboub a également évoqué quelque chose qui est fondamental pour le plan international et que le Covid et d'autres crises ne font qu'exacerber, c'est comment est-ce qu'on considère l'importance de l'éducation de la fille, ses valeurs culturelles. Lorsque ça devient difficile et qu'on a des choix à faire, on voit souvent qu'on fait le choix pour l'éducation du garçon en se disant que de toute façon, la fille, a priori, elle va devoir se marier, quelqu'un d'autre va la prendre en charge, etc. C'est les problèmes quotidiens qu'on voit dans le maintien des filles. Une crise comme celle-ci, que l'on mette une technologie à disposition ou pas, n'efface pas toutes les problématiques sociales, tous les défis sociaux. Il faut qu'elle fasse la cuisine, il faut qu'elle lave le linge, il faut qu'elle s'occupe de ses frères et sœurs, il faut qu'elle appuie parce que c'est une femme. Et quand elle est à la maison, elle doit aider. C'est un peu notre vision de la chose. Comment est-ce qu'on aménage son temps pour qu'elle ait un réel temps d'apprentissage? S'il y a un seul ordinateur connecté, ou s'il y a un seul téléphone portable qui a la capacité de voir, ou s'il n'y a qu'une seule télé, mais si on doit faire le choix entre le garçon de 14 ans et la fille de 12 ans qui va suivre les cours, le choix, vous le savez, dans nos sociétés, il est assez vite fait. Donc, on a plein de challenges culturels qui sont derrière la technologie et que la technologie doit nous permettre d'encadrer. Ce que j'ai vu dans nos réponses à nous, à plan international et d'autres organismes internationaux, et notamment du système des Nations Unies, c'est qu'on ne peut pas avoir une seule réponse à la situation actuelle. Il faut qu'on ait des réponses multiples, qu'on puisse proposer un package technologique différent, diversifié, la radio, la télé, Internet, des cours en petits groupes dans des espaces sains et sécurisés avec la distanciation sociale et tout ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir toute une palette d'options pour pouvoir couvrir toute la diversité de filles qui existent en Afrique et particulièrement au Sénégal. Et ça, c'est absolument nécessaire. Et j'insiste aussi sur le fait que, avant de penser même au paquet technologique, ce qui est fondamental, c'est qu'on ait un accord sur ce qu'on peut se permettre d'avoir comme exigence d'apprentissage dans ce contexte et ce qu'on peut aussi demander. Notamment, y inclure une éducation à la vie qui est beaucoup plus forte, c'est-à-dire qu'elles puissent savoir comment elles doivent réagir ou anticiper face à une violence, une meilleure connaissance de leurs propres droits pour pouvoir se protéger. Parce que comme je le disais tout à l'heure, l'école n'est pas juste un lieu d'apprentissage, c'est un lieu de protection, c'est un lieu de transformation sociale de toutes les représentations négatives qu'on a de la société. Nous espérons que l'école peut aider à les enlever, à les balayer pour une société plus juste, plus égalitaire. Comment est-ce qu'on compense tous ces aspects qui ne sont pas juste des aspects d'apprenants? Je pense que c'est important pour répondre à la question. Merci beaucoup, Maïmouna. Vraiment, nous en apprenons beaucoup plus grâce à nos panélistes. Et avant de continuer le tour de table sur le problème de la numérisation de l'éducation, Monsieur Mboub, un internaute, Mohamedou Salih Faye,
vous a interpellé directement. Il voudrait savoir si l'État du Sénégal vous a contacté pour impliquer votre chaîne de télé-école dans le processus de continuité des cours en ce contexte de Covid. Bon, alors, je ne voudrais pas faire hors sujet parce que simplement, on a une problématique bien précise. Mais par respect, je vais quand même répondre rapidement. Simplement dire que de toute façon, ce qui se fait aujourd'hui sur la continuité pédagogique avec le numérique et surtout avec la télé, c'est Télé-École qui l'a initié. Hein? C'est pas l'université, c'est Télé-École qui l'a initié et qui a demandé au ministère de prendre en charge l'affectation des enseignants avec la validation du CRFPE de Dakar. D'accord? Donc, évidemment, de façon concrète, on participe à la continuité pédagogique. Mais après, il y a eu des initiatives qui ont suivi, et ça, c'est très bien, c'est solidaire. Maintenant, est-ce que de façon formelle, on a une convention du genre, c'est impliqué dans le processus, etc. Non, mais on sait que ce qu'on fait avec le CRFP de Dakar et l'amicale des chefs d'établissement scolaire du secondaire, c'est quelque chose de béton, c'est-à-dire que c'est des cours, ce n'est pas des révisions juste de 15 minutes, c'est des cours homologués, c'est-à-dire que c'est des choses que vous faites et qui ont été validées par, on va dire, l'instance de validation légale au sein du ministère de l'Éducation nationale. Donc oui, à ce titre-là, oui, les élèves peuvent être sûrs que ce qu'ils apprennent depuis Télé-École, c'est quelque chose de validé et qui pourra les aider dans le cadre de la continuité pédagogique. Voilà. Maintenant, après, je reviens sur la thématique. Merci beaucoup pour cette réponse, M. Mbou. Alors, maintenant, tout à l'heure, vous avez évoqué, comme l'a souligné Awa, des problèmes culturels. Vous êtes dans le numérique déjà, vous, avec votre plateforme. Alors, du point de vue culturel, du point de vue social, économique, quelles sont les contraintes qui pourraient être liées à la digitalisation de l'éducation et qui impacteraient plus particulièrement les filles. Et si vous nous les donnez, proposez des solutions. Et je demanderai à tous d'essayer d'être un peu plus bref pour qu'on puisse toucher à toutes les thématiques. Merci beaucoup. Hassan, à toi la parole. Oui, alors, moi, ce que je voulais dire déjà, c'est de préciser quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne se pose pas de questions de possibilités. La question qui se pose, c'est des questions de clichés, des questions de perception et des questions de réalité. Donc, il y a un gap entre les clichés qui sont présentés, entre la perception que les gens ont de la situation et la réalité. Alors, le cliché, c'est quoi? Le cliché, c'est qu'en fait, de façon culturelle, oui, la fille est derrière, elle doit suivre, etc. C'est un cliché, ce n'est pas la réalité. Il y a une perception derrière, mais je vous dis aujourd'hui, si Télé-École est la première télé éducative de l'Afrique au Sénégal, c'est grâce aux filles, parce que c'était une initiative de folie et seules les filles y ont cru et ont pris les devants. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que la fille, la femme, a de façon naturelle des prédispositions qui la présentent en tant que leader dans toute action. Elle est leader de façon naturelle. Donc, ce cliché-là, je pense qu'il faut le décomplexer. L'autre cliché, c'est la perception culturelle. Il y a beaucoup de choses qui sont inventées par les gens pensant que c'est notre culture. Non, ce n'est pas de notre culture. La culture, c'est une culture humaine, c'est la culture mondiale, c'est la culture globalisée de la femme qui a la fille, la femme qui mérite tout respect et qui occupe en général les devants dans tout processus qui mène à un résultat. Donc, que faut-il faire maintenant? La réalité, c'est que nous avons tellement accepté à la limite aveugle cette perception de manière à ce que finalement on considère que oui, la fille, on doit l'aider. On doit décider d'abord, ensuite on l'aide. Non, ça c'est, je pense, un cliché qu'il faut casser. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les filles aussi sont beaucoup plus connectées que les hommes. C'est la réalité. Donc, l'autre problématique de se dire, est-ce que la technologie, le numérique pourra être rentable, pourra être louable, pourra être profitable pour les filles, c'est encore de la perception. Donc, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est que dans toutes les politiques, que l'histoire même qui est psychomentale dans notre quotidien, du genre, on va régler l'approche genre, comme si la fille était, on va dire, à un niveau bas, ce n'est pas la réalité. Donc, donnons de la confiance aux filles, d'accord?
Donnons de la confiance à toutes les femmes et faisons en sorte que toutes les politiques à la base leur donnent la place qu'elles méritent. Après le reste de la technologie, je vous assure, les filles sont beaucoup plus connectées que les garçons. Cherchez vous-même chez vous, vos enfants, vos élèves à travers le monde entier. Maintenant, si elles sont connectées... Il y a Awa qui applaudit. Je termine ce point-là. Si elles sont aussi connectées, il se pose maintenant la problématique du contenu. Ce que Mme Ba venait de dire. Que faut-il mettre sur les plateformes pour que la connectivité soit une connectivité positive et rentable? Exactement, c'est très bien dit, c'est très bien dit. Et d'ailleurs, c'est Awa, je reviens vers toi juste après Nyanga parce que tu as une question qui t'est destinée. Alors Nyanga, tu as entendu ce que M. Mboup et Awa ont dit. Je te pose une question qui découle de ce qu'ils ont dit et à laquelle je leur demanderai de répondre eux aussi. Alors, la femme aurait-elle en elle-même un leadership naturel? Et si oui, comment le faire éclore? En tant que jeune fille, penses-tu que tu as en toi ce leadership naturel qui te permet, je ne dirais pas de te mesurer aux hommes, parce que comme l'a dit Hassan tout à l'heure, il faut qu'on arrête de considérer la fille comme un être à part. Non, c'est un être comme tous les autres. Mais est-ce que, Nyanga, tu penses que la fille a un leadership naturel en elle? Et si oui, comment le faire éclore, ce leadership? Oui, en effet, la femme a un leadership naturel en elle parce que déjà le fait de donner la vie, peut-être pas, c'est pas elle seule qui donne la vie dans le vrai sens du terme, mais juste le fait de donner la vie, d'éduquer, à la fois de s'occuper de son mari et de ses enfants. Il n'y a qu'une personne bien forte qui puisse le faire. Donc, il faut bien avouer que la femme a un naturel leadership en elle. Moi, je me considère comme leader déjà parce que, je me dis que puisque la société pense que la fille doit toujours être reléguée au second plan, non. Moi aussi, je peux me mettre au devant de la scène et peut-être pas être au même pied d'égalité que l'homme, mais je peux en quelque sorte faire tout ce qu'ils peuvent faire en matière de montrer mes compétences déjà à l'école. Je ne laisse peut-être aucun garçon me devancer. Et à chaque fois, on me traite de féministe, mais non, je ne suis pas féministe, je suis juste réaliste et je fais confiance en mes compétences de fille. Et c'est vraiment dommage que la société considère que la femme est, juste un être faible qui est juste, qui doit toujours se baser sur l'homme pour pouvoir avancer. Merci beaucoup, Nyanga. Alors, Awa, je te donne la question de Carl Frédéric Paul. Il te demande si le numérique ne représente pas un risque pour les enfants défavorisés avec tout ce que ça demande en termes d'équipement et de connexion Internet. Absolument. Alors, je suis très contente de recevoir cette question de Carl Frédéric. Effectivement, c'est ce que j'étais en train d'exprimer. On a besoin d'un paquet technologique différent, différencié et approprié. Tout le monde n'a pas accès à Internet, tout le monde n'a pas un smartphone, mais c'est pour ça, et c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on a besoin de faire une ségrégation des apprenants, de voir quelles sont les réalités des apprenants. Encore une fois, ce qui peut marcher pour une jeune fille de Dakar ne marchera pas forcément pour une jeune fille de Fongolémie ou une jeune fille qui habite dans un milieu de transhumants, par exemple, etc. Donc, je pense qu'on doit avoir une vraie distinction. Et toutes les jeunes filles ne sont pas une jeune fille. La chance que Nyanga a de pouvoir compléter ses études, de pouvoir être assise, connectée sur Internet, avoir une confiance en elle, ce n'est pas la panacée de l'ensemble des jeunes filles. Pour nous, à plan international, encore une fois, il faut une diversité de méthodologies. Il faut utiliser les outils Internet qui existent et c'est formidable. Et le travail que fait École au Sénégal est avant-gardiste, même lorsqu'on regarde les autres pays de la région. Mais il faut qu'on regarde aussi des technologies de proximité, des technologies plus appropriées.
Vous savez, le Covid est malheureusement ou heureusement pour nous une énorme opportunité d'innovation. Mais nous devons garder en mémoire les filles les plus faibles, les filles les plus vulnérables, parce que cela existe. C'est vrai, il y a un leadership potentiel, un potentiel de leadership chez chacun d'entre nous, homme ou femme. Mais comment est-ce qu'il est exprimé? Comment est-ce qu'il est cultivé? Comment est-ce qu'il est valorisé? Jusqu'à ce que les filles comme Nyanga ne soient pas des exceptions, mais qu'elles soient la norme. Nous devons défier les normes sociales par rapport à cela. Et pour moi, c'est la question fondamentale lorsqu'on parle de ça. Comment le faire? Comment y arriver? Comment faire éclore, si tu es d'accord bien sûr avec le postulat de M. Mboup, comme quoi la femme détient un leadership naturel. Tout à l'heure, Nyanga a essayé d'expliquer. Je vois souvent sur le net une image qui défile de la femme qui est au foyer, qui est dans son lieu de travail, hors de la maison, qui s'occupe des enfants, du mari, de tout et de tout. Et donc, si tu es d'accord sur ce postulat que la femme détient en elle-même un leadership naturel, la question, c'est comment le faire éclore? Comment vaincre toutes ces contraintes sociales, culturelles qui font que, justement, ce leadership n'éclot pas? C'est une excellente question et j'aurai beaucoup d'enthousiasme à répondre à ça, Maïmouna. À plan international, nous croyons dans le pouvoir des filles. Et c'est pour ça que notre stratégie globale est articulée sur le fait que 100 millions de filles vont pouvoir avoir accès à l'éducation, qui est un des piliers, au leadership, qu'elle ait des espaces pour s'exprimer et qu'on soutienne ce leadership et qu'elle ne soit pas brimée à cause de ce leadership. Qu'elles puissent avoir le choix de décider. Par exemple, on est en Afrique de l'Ouest, la zone championne en mariage d'enfants et en grossesse précoce, malheureusement, dans le monde, qu'elles puissent décider quand est-ce qu'elle va se marier, quand est-ce qu'elle va avoir des enfants ou pas, et qu'elles puissent s'épanouir, avoir des espaces où elles peuvent s'exprimer. Nous avons une campagne qui s'appelle Girls Get Equal, qui est une campagne pour l'égalité des filles. Nous avons 3 piliers. Le premier pilier, c'est sur les filles elles-mêmes, investir sur les filles elles-mêmes, qu'elles puissent avoir confiance en elles, qu'elles puissent étudier, qu'elles puissent être connectées avec leur père et qu'elle ait des occasions de s'exprimer. Quand vous prenez la jeune fille en Afrique de l'Ouest, elle a tellement de chance d'être excisée avant l'âge de 10 ans, d'être mariée avant l'âge de 15 ans et brimée au quotidien. On a des cultures chez nous où la fille ne mange que quand le garçon a fini de manger. Tais-toi, ton frère parle. Viens travailler à la cuisine, le frère va jouer au football dehors. Il y a la parentalité aussi qui est à revoir. Il y a la façon dont on traite nos filles dans nos maisons qui se traduisent partout ailleurs. Donc, il y a cette dimension de empower, renforcer la fille en elle-même. La deuxième dimension, c'est toutes ces images qu'on véhicule sur les filles. Vous le dites, quand on regarde les réseaux sociaux, où très justement, professeur Mboup dit que effectivement les femmes sont particulièrement connectées, mais pour regarder quel contenu? Celui qui lui renvoie l'image qu'elle n'est épanouie et qu'elle n'est femme que lorsqu'elle sera épouse et mère, celui qui lui renvoie l'image qu'elle doit être soumise, celui qui lui renvoie l'image que sa sexualité doit être décidée par la société, etc., etc. Quelle est la liberté, l'individualité, l'image positive qu'on donne à nos filles pour qu'elles puissent avoir le cran de dire non, je ne suis pas d'accord, voilà ma vision de la vie, je n'ai pas le temps de faire la vaisselle parce que j'ai un cours en ligne sur la plateforme du professeur Hassan Mboup qui va me prendre 2 heures. Quelle capacité elle a à négocier face à son grand-père, sa grand-mère, son grand-oncle, de leur dire je dois terminer mon cours de 2 heures quand on habite dans un village où on a une pile de choses domestiques qui nous attendent. Ça, ce sont des choses que l'on doit adresser. Et le troisième élément, c'est que lorsque les filles se dressent et qu'elles disent voilà ce qu'on veut et qu'elles ont le cran d'une Nyanga, elle peut nous dire quels sont les défis qu'elle voit au quotidien, comment elle a utilisé le mot féministe en disant qu'on la traite de féministe. Nous, à plan international, nous voulons une organisation qui fait la promotion du leadership féministe parce que nous avons une définition du féminisme qui est en fait une définition d'une société égalitaire et juste. Donc, nous sommes assez à l'aise avec ça, mais les femmes et les jeunes filles, on travaille avec beaucoup de jeunes filles partout dans la région, on les traite entre guillemets de féministes, de rebelles, vous ne vous marierez jamais, vous avez été à l'école européenne, vous êtes occidentalisés, etc. Et nos médias véhiculent cela. Donc, on doit également adresser ce pilier-là. Et par contre, je voudrais terminer sur une note positive, que le mouvement est en marche. On voit de plus en plus de filles partout qui se lèvent et qui veulent avoir le droit de choisir leur vie. Et c'est ça que nous devons encourager partout où nous sommes, dans le monde virtuel et dans la réalité. Merci.
Merci beaucoup. Merci pour ce plaidoyer en faveur des filles. Aujourd'hui, vraiment, et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que nous avons un monsieur qui accompagne ce plaidoyer et qui fait ce plaidoyer pour nous. N'est-ce pas, Hassan? Alors, comment faire, par exemple, toi, dans le cadre de ton travail, comment est-ce que tu fais participer les filles, justement? Comment tu les fais participer pour justement faire éclore ce leadership naturel? Comment faire de sorte qu'elles deviennent des jeunes filles autonomes? Allô? Hassan? Oui, alors, oui, Oui, d'accord. on t'entend. D'accord, très bien. Mais je commencerai d'abord par me réjouir du fait d'avoir une représentante de Plan avec moi parce qu'en 2013, on a accompagné Plan Télé-École dans un programme intitulé « Parce que je suis une fille ». D'accord? Et l'objectif, c'était justement de faire en sorte que les gens sachent qu'en réalité, la compétence, elle n'est pas genre. La performance, elle n'est pas genre. La performance, elle est humaine. Et donc, le simple fait de déplacer le sujet vers l'appréciation genre pose problème. Et c'est en cela donc que nous, au niveau de Télé-École, ce qu'on fait, je parle de Télé-École, je pourrais aussi parler autant de mes étudiants et de mes étudiantes. Et quand on fait le ratio, je le dis souvent, il est vrai que les étudiantes sont de loin plus performantes, en fait. Voilà, je dis comme ça, ce n'est pas pour dire que les hommes ne sont pas bons, mais simplement pour dire que quand elles s'engagent, elles y vont à fond. Mais pour s'engager, il faut beaucoup de choses. Vous savez, l'être humain est comme. L'être humain a besoin d'encouragement psychologique. L'être humain a besoin de savoir qu'il peut y arriver. Et donc, une fille, qu'elle peut y arriver. Et c'est en cela qu'au niveau de Télé-École, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on prend en charge la formation pédagogique de la fille dans la prise en charge encore de la distribution ou de la diffusion de l'information thématique qui l'intéresse. C'est-à-dire, vous prenez une jeune fille qui est dans un club de sciences, mais cette jeune fille, l'objectif, c'est de ne pas la transformer en consommatrice de sciences, mais en actrice de sciences. Et à partir de ce moment-là, vous lui donnez la possibilité d'aller en profondeur dans le questionnement de la science par la prise en charge d'une thématique autour d'un plateau de télévision. Et cette jeune fille se dit, OK, je peux être chercheur étant élève. Et donc, l'objectif pour nous, c'est ça. L'objectif, c'est de décomplexer les choses pour que la fille se sente en confiance. Et cela ne peut se faire que si et seulement si on lui dise, oui, tu peux y arriver. Et donc, la question technologique, pour moi, c'est la dernière question. C'est vraiment le dernier maillon de la chaîne, la question technologique. Parce qu'on a tout pour pouvoir trouver une solution technologique. Mais que faut-il faire en termes de synergie stratégique entre la technologie, le processus, c'est-à-dire comment faire pour y arriver, le contenu, que faut-il mettre dedans? Voilà la trilogie. Pour moi, c'est ça l'objet de... Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Donc, vous êtes également au service de l'éducation des filles. Alors, avant que Nyangi me prenne la parole, je vais vous transmettre des questions de nos internautes sur Facebook. Alors, il y a Mam Halidou Kanté qui demande si nos gouvernants sont prêts à mettre en œuvre ces technologies, à innover. Et également, on parle des élèves, des étudiants, mais qu'en est-il des enseignants? Ces derniers doivent également être initiés. Ça, c'est la première question. Vous pouvez noter les questions, il y en a deux. Je vous les donne en même temps. Donc, celle de Mme Hadidou Kanté, les gouvernants sont-ils prêts à mettre en œuvre ces technologies, à innover? Et toujours avec Mme Hadidou Kanté, on parle des élèves et des étudiants, mais qu'en est-il des enseignants? Ces derniers doivent être également initiés. Je suppose qu'elle parle du numérique également. Et il y a Maunio Mens qui demande des précisions sur l'égalité entre filles et garçons. À quel moment doit-on affirmer que la fille et le garçon sont égaux? Donc, vous répondez, s'il vous plaît, à ces deux questions, Awa et Hassan. Et ensuite, on va passer la parole à nouveau à Nyanga. Merci beaucoup, Maïmouna. Merci aux internautes pour ces très belles questions. Je vais juste toucher assez rapidement la question.
D'accord. Très rapidement, la question sur les gouvernants. Pour ce que je sais, en tout cas au niveau de plan international, dans les 14 pays où nous sommes en Afrique de l'Ouest et du Centre, et particulièrement au Togo, il y a un engagement très fort des gouvernants à explorer des alternatives. Tous nos gouvernements ont intérêt à ce que les enfants et les filles en particulier, mais tous les enfants et les jeunes puissent aller à l'école. Il y va de notre économie, il y va de notre stabilité sociale et c'est un droit. Donc, ils sont garants de ce droit. Pour les enseignants, effectivement, on voit au quotidien qu'il y a énormément d'apprentissage pour eux. Je pense que M. Mboub a touché tout à l'heure un point qui est important, c'est l'anticipation et notre préparation face à cette crise. On a tous eu une période un peu de panique, si je peux m'exprimer ainsi, où on a essayé de regarder très vite les solutions. Les pays qui étaient plus avancés sur les alternatives virtuelles d'éducation se sont mis en place très vite. La réflexion continue pour d'autres pays, mais je pense que l'intérêt est là de pouvoir explorer des alternatives. Alors, pour la question de l'égalité, à quel moment? Mais l'égalité, c'est à la naissance, c'est quand on est déçu d'avoir un garçon, quand on est déçu d'avoir une fille et qu'on est content d'avoir un garçon, quand le baptême n'est pas de la même façon, quand les remerciements à la mère ne sont pas pareils, c'est là-bas où ça commence. Il faut qu'on puisse considérer que l'un vaut l'autre dès le départ et qu'on puisse, dans cette éducation, marquer les différences. Les tendances à des jeux et tout ça seront différents, les valeurs culturelles sont différentes, mais fondamentalement que la fille se sente aussi valorisée, respectée, aimée, d'avoir autant de choix que son frère. Ça commence à domicile, ça commence lorsqu'on est brimé, la fille reste à l'intérieur, le garçon sort. Donc c'est fondamental, l'égalité, c'est au berceau. Et ça se cultive au quotidien. Et il faut pouvoir regarder à chaque fois qu'on est en train de mettre en œuvre inconsciemment une norme qui infantilise, qui enlève la place, que ce soit d'un garçon ou d'une femme, que l'on puisse dire halte là et qu'on ait le courage de revisiter objectivement nos sociétés. Ça, c'est fondamental et c'est comme ça que nous arriverons à des sociétés égalitaires où des Nyangas, encore une fois, ne seront pas des exceptions, mais seront la norme et ce sera quelque chose de formidable et un gain pour chacun d'entre nous dans cette société. Merci. Alors, Monsieur Mboup, vous avez des réponses à ces questions-là? Mais moi, je pense que je vais plutôt renforcer ce qu'elle vient de dire, de très pertinent. En commençant par la problématique de l'État et des enseignants et des apprenants. Vous savez, la problématique, ce n'est pas une problématique de pandémie, c'est une problématique de changement. Le changement, il est soit provoqué, dans ce cas, c'est politique ou stratégique, ou subi. Et subi parce qu'il y a un choc exogène. Et pour le cas d'espèce, c'est un changement subi. Et quand le changement est subi, il y a un besoin d'adaptation, de réadaptation, de redéploiement. Et dans ce processus de redéploiement-là se pose la question du numérique. Donc, on ne peut pas aujourd'hui parachuter des outils dans un processus. Tous ceux qui étudient le changement le savent, l'outil ne doit pas être parachuté. Quand vous le parachutez, l'étudiant ne va pas suivre, quelle que soit la performance de l'outil. L'élève ne suivra pas, quelle que soit la performance de l'outil, et l'enseignant n'en parlons pas. Donc, maintenant, s'il y a un choc, il faut être calme et réfléchir sur le mode opératoire d'intégration de l'outil dans le processus pour que ce choc ne soit pas déstabilisateur. Donc, les enseignants, s'ils ne sont pas formés, mais comment voulez-vous que l'élève ou l'étudiant puisse avoir accès au contenu, d'autant plus que le point de départ, c'est l'enseignant. Donc, la formation de l'enseignant, c'est forcément dans le processus d'adaptation. Sinon, c'est raté d'avance. Alors, pour la problématique de l'égalité, pour moi, c'est un très faux problème, mais qui est bien entretenu par une très mauvaise interprétation des textes religieux et des coutumes ou des conventions réglementaires, entre guillemets, culturelles. Ceci est un faux débat. Et je le dis très sincèrement parce que c'est un débat beaucoup plus philosophique que on va dire, corporatif. Donc, c'est un débat de fond. Il n'y a pas de débat sur l'égalité femmes-hommes. Il y a un débat sur des rôles dans la société. Évidemment, l'homme ne fait pas d'enfant. Ce n'est pas son rôle de faire un enfant. C'est du rôle de la femme, de par un décret divin, de faire un enfant. Maintenant, qu'on puisse dire que l'homme ou la femme est au premier ou au second plan,
c'est un très faux débat entretenu par des gens qui ne comprennent pas les textes religieux et les conventions culturelles. Donc, il faut décomplexer les choses sans pour autant dénaturer les bases fondamentales de la religion. Pour moi, c'est ça. Mais après, est-ce que la femme est supérieure à l'homme? Honnêtement, ce n'est pas une question. Merci beaucoup, Hassan. Merci surtout l'éclairage au plan religieux et au plan culturel. Alors, Nyanga, je reviens vers toi. Toi, tu es à l'Université virtuelle du Sénégal. Vous continuez vos cours malgré le Covid parce que, en fait, vous êtes déjà dans le virtuel dès le départ. Alors, un dernier mot pour toi parce que là, on va faire le dernier tour de table. Donc, Nyanga, si tu avais un message à lancer à tes sœurs, à tes petites sœurs, celles qui ne sont pas encore bachelières, celles qui sont au lycée, au collège, au primaire, et un message également pour tes sœurs universitaires, que leur dirais-tu en 1 minute? Je leur dirais d'utiliser le numérique à bon escient et de ne pas le prendre comme prétexte pour s'amuser et tout. Parce que déjà, au départ, on nous disait, nous, étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal, nous ne sommes pas privilégiés en fait. Nous ne sommes pas considérés comme de vrais étudiants juste parce que nous cachons derrière le virtuel et nous ne faisons pas les cours comme eux, alors que maintenant, ils se retrouvent comme nous, à utiliser le virtuel parce que c'est la seule solution qui soit possible en ce temps de pandémie. Donc, pour revenir au message que je dois lancer à mes petites sœurs, frères, je leur dirais d'être assidus et de ne pas attendre le retour à l'école pour se mettre au travail parce que déjà, la maison est un lieu d'apprentissage, surtout pour les filles qui malheureusement, en ce temps de pandémie, sont confinées aux tâches ménagères parce qu'elles ne vont pas à l'école. Donc, ce n'est pas une raison. Et ce sera surtout aux parents de veiller à ce qu'elles, les filles, à ce qu'elles suivent également des cours à la maison. Merci. Alors, un dernier mot pour Awa. Awa, quel appel lances-tu à nos jeunes filles et évidemment aux parents également? On n'a pas trop parlé des parents, mais je pense qu'ils ont un rôle énorme à jouer pour qu'il n'y ait pas de déperdition scolaire. Alors, en 1 minute, Awa. Absolument, merci beaucoup. Je tiens, puisque c'est le dernier tour de parole, à remercier encore une fois Shine to Lead pour cette excellente initiative, à dire toute mon admiration pour Nyanga, qui représente pour moi les filles qui réussissent et qui doivent inspirer les autres filles de leur génération et plus jeunes. Professeur Mouv, nous partageons cette passion pour une justice sociale par rapport aux femmes et aux hommes, et j'admire beaucoup le courage que vous avez de questionner notre mauvaise interprétation des textes et des normes. Merci pour ça. Mon appel, c'est que le Covid est une opportunité pour nous tous de revisiter c'est quoi la parentalité, c'est quoi être parent et quel est notre rôle. Ce n'est pas seulement de donner à manger et à boire et de faire que les enfants payer un enseignant. On a un rôle pour les ouvrir à la vie, pour les ouvrir au monde et pour leur faire comprendre les défis qu'ils rencontrent. Nous sommes angoissés, mais nos enfants sont encore plus angoissés que nous, ils ont encore plus d'inquiétudes que nous. Nous devons nous arranger, nous organiser pour avoir du temps de qualité avec eux, pour leur donner l'opportunité d'apprendre ce qu'ils n'avaient pas pu apprendre à l'école et pour leur donner encore plus confiance en eux. Cette étape est une étape de connexion parents-enfants qui ne doit pas être une étape de résurgence de la violence ou de résurgence de stéréotypes, mais une étape de renforcement de la confiance en soi, de la confiance en ses parents et des valeurs fortes et positives de la cellule familiale. Je lance un appel aussi aux organisations telles que celle du professeur Mouv et aux États à plus de connexion, à travailler ensemble, parce que nous avons besoin plus que jamais d'être coordonnés et de mettre nos énergies ensemble pour apporter des réponses pertinentes, des réponses diversifiées qui correspondent à l'ensemble des problèmes que nous voyons. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants en Afrique, mais chaque enfant est un enfant avec ses spécificités et avec notre devoir de nous adapter à ses besoins. Et je voudrais vraiment terminer par saluer toutes les initiatives qui sont telles que celle-ci pour donner plus de place aux jeunes filles, les écouter plus et leur donner l'opportunité de nous dire ce qu'elles veulent et de trouver elles-mêmes les solutions. En tout cas, c'est la position de Plan International
Nous croyons aux filles, nous croyons en leurs capacités et nous serons toujours là pour les soutenir. Merci beaucoup, Awa. Alors, Monsieur Mboup, votre dernier mot? Oui, alors, c'est pour vous féliciter. D'abord, toi, pour ce travail de modération. Et en tant que présidente de CENUM, je sais qu'aussi tu as beaucoup de choses à dire, mais bon, aujourd'hui, tu es modératrice, on comprend. Félicitations à Shine to Lead, honnêtement, pour ce travail de coordination, à Awa, pour la pertinence dans les analyses, vraiment, et le courage de dire les choses comme elles se doivent. Et à Nyanga, surtout courage, hein, parce qu'il faut se battre. Vous savez, la femme, elle est mère. Et en tant que mère, elle est école. Et en tant qu'école, elle est famille. Et donc porteuse d'espoir. Donc il faut que les gens sachent donner la place qui lui revient. C'est important. C'est très important parce que toute autre action contraire ne serait que complexe. Merci. Monsieur Mboup, j'espère que vos appels seront entendus et nous remercions vraiment Shine to Lead de nous avoir donné la possibilité de nous adresser aujourd'hui au monde entier à travers leur page Facebook. Et moi, je terminerai par cette remarque d'une internaute qui apprécie Monsieur Mboup et Awa ont dit. Elle dit que l'égalité se cultive au quotidien. Et comme l'a dit Awa, il faut vraiment une synergie dans l'action. Actuellement, il ne s'agit pas de dire je suis là, c'est moi qui ai démarré. Il s'agit juste de créer une synergie autour de l'éducation en général, de l'éducation des filles en particulier, parce que, comme l'a dit Awa, le Covid, c'est vrai, c'est malheureux, mais c'est en même temps une bénédiction parce qu'il nous pousse en fait à remettre en cause toutes nos certitudes et à nous rendre compte qu'il faut plus de solidarité, plus d'actions partagées, d'actions ciblées et de la différenciation dans les apprentissages, dans l'éducation, parce que Awa, j'ai remarqué que dans chaque fois qu'elle parle, elle met l'accent sur le fait que chaque fille est unique et en fait chaque apprenant est unique. Et donc, il faut vraiment tenir compte de tout ça et faire de sorte que nous, Africains, nous arrivions vraiment à profiter de cette pandémie pour nous relever au plan de l'éducation, parce que c'est avec l'éducation qu'on construit une nation. Alors, chers internautes, merci d'avoir été là et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain talk avec Shine to Lead.